Mesdames, Messieurs, bien bonjour. 6 accords de prêt de plus de 308 milliards de francs CFA en attente d'une autorisation de ratification par l'Assemblée nationale du Bénin. La nouvelle a été rendue publique à l'issue du Conseil des ministres en date du 13 septembre dernier. Applaudie par certains, elle a plutôt créé l'émoi chez d'autres. Quoi qu'il en soit, mesdames, messieurs, si la démarche aux yeux de l'exécutif répond à un certain nombre d'impératifs, la protection de la côte à l'ouest de Cotonou, l'amélioration des services énergétiques et la réalisation d'un certain nombre d'infrastructures, pour ne citer que cela, elle paraît, pour nombre d'observateurs, excessive et à risque pour un pays à économie essentiellement fiscale. Mais la finalité des prêts à consentir étant la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement PAG très attendu par le grand nombre, le jeu n'en vaut-il pas finalement la chandelle? C'est la grosse interrogation autour de laquelle se fera, mesdames, messieurs, le débat du jour avec pour principal thème au menu prêt cyclique au Bénin pour la réalisation du PAG, programme d'action du gouvernement, un choix conséquent. Deux hommes de médias, tous spécialistes des questions économiques pour des analyses subséquentes. Kazmi Pedjo, journaliste, il est le directeur de publication du quotidien d'information Nouvelle Économie. Kazmi Pedjo, bonjour. Bonjour Joël Tandi. Merci pour la disponibilité. Tout le plaisir pour moi. Pour nous accompagner ce matin, vous aurez en face de vous un confrère à vous. Il est également DP Wilfried Monou, c'est son nom. Journaliste, il est donc le directeur de publication du magazine économique Éco Bénin. Wilfried Monou, bonjour. Bonjour Joël, bonjour Kazmi, bonjour aux téléspectateurs. C'est un plaisir de vous avoir ce matin pour un débat purement technique. Mais avant, nous allons effectuer très rapidement un tour à la régie, puis on se retrouve pour l'instant débat proprement dit. Emprunt obligataire, obligation synthétique, prêt dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement. Le régime Talon fait des pieds et des mains pour la mobilisation des ressources nécessaires. La toute récente initiative, la transmission à l'Assemblée nationale d'une communication pour autorisation de 6 accords de prêt de plus de 308 milliards de francs CFA est tollé d'âme bruit de s'en prendre à toutes sortes d'analyses. Chacun y va de son commentaire sans forcément apprécier ce dont il est question. Pour savoir plus amplement le regard que l'on doit poster à cet énième prêt qui n'est sans doute pas le dernier, deux spécialistes, vous l'avez constaté, pour nous aider à comprendre la portée d'une telle initiative. Kazmi Pedjo, quel est le regard que le sachant porte sur cet énième prêt? Avant que le sachant ne parle, le Béninois va d'abord parler. Oui. Et le Béninois qui est en moi voudrait bien dire bravo, bravo donc pour le gouvernement pour avoir donc décidé donc de s'offrir d'abord de se taper donc cette aisance financière avec les partenaires techniques et financiers. Bravo également au gouvernement pour avoir décidé donc de mobiliser les recettes entrant dans le cadre du programme d'action du gouvernement pour les 5 prochaines, enfin pour les 4 années restantes pour donc Patrice Talon. Et bravo enfin pour le gouvernement pour avoir pensé donc développement. Alors ça c'est le Béninois qui sommeille en moi, qui le dit ainsi, mais le sachant, enfin l'analyste économique, j'allais dire, qui en moi voudrait quand même garder un peu de bémol, un peu donc de réserve par rapport donc à ces accords-là, par rapport donc à cette ruée du Bénin vers donc la mobilisation des recettes, parce que tout est bon sur le plateau économique, sur le plateau financier, sur le plateau monétaire international. La cagnotte existe, il n'y a que les pays qui doivent se mobiliser pour aller chercher. Alors le Bénin a compris et donc est en train de s'armer pour aller chercher donc les financements nécessaires pour donc mobiliser. Maintenant, quelle est la nature de ces financements-là? Quel est le taux d'intérêt appliqué donc à ces financements-là? À quoi va servir justement ces financements? C'est là la véritable question. Et nous allons les aborder tout à l'heure même, mais en attendant, Wilfried Monou, vous, votre regard. Merci Joël pour l'intérêt porté sur ce thème. Vous savez, lorsque un gouvernement doit exercer le plein pouvoir qui lui est donné, il lui faut les moyens. Et donc, la loi lui fait obligation de soumettre à l'Assemblée un budget de gestion et qui est souvent voté par l'Assemblée dans le dernier trimestre de chaque exercice
en cours, donc pour l'exercice N+1. Alors, à l'analyse de ce budget, il y a les ressources et les emplois. Et ce budget doit être équilibré en ressources et en emplois. Mais généralement, sous nos cieux, les ressources sont souvent inférieures aux prévisions en matière d'emploi. Et donc, pour équilibrer, on est obligé d'aller vers les ressources extérieures, donc d'aller vers les dettes. Et ces dettes permettent alors d'équilibrer le besoin en financement. Il faut dire que le budget pouvait aussi dégager des surplus en termes de ressources. Et donc, mais plus généralement, ce sont les besoins de financement que nous avons. Et pour faire face alors à ces besoins de financement, l'État va consentir des dettes. Alors, le problème qui se pose en matière de dette sous nos cieux, c'est que lorsqu'on commence par emprunter, on n'arrive pas à freiner ce cycle-là parce qu'on n'arrive pas à produire suffisamment de ressources internes pour faire face au service de la dette et on est alors appelé à faire encore recours à d'autres emprunts pour payer les services de la dette. Mais il faut prendre des risques. Et donc là, ça fait un risque et on est appelé à se demander est-ce qu'il n'y a pas un risque de surendettement pour le Bénin. Ça, c'est l'autre interrogation qui circule sur certaines lèvres. Mais dans le fait, les initiatives sont annoncées, mais l'objectif, le pourquoi de ce geste aussi connu, le gouvernement a expliqué qu'il y a un certain nombre d'urgences et ces urgences transparaissent clairement à travers le PAG. On évoque la question énergétique qui apparemment semble être un acquis, mais pour le gouvernement, pour pouvoir en faire un acquis dans la durée, il faut déjà sauvegarder ce qui est et permettre de baliser d'autres terrains. Les questions d'infrastructure permettront au Bénin d'avoir aussi un autre visage et donc plus attrayant, faire venir davantage d'opérateurs économiques. En tout cas, à chaque fonds en attente d'être reçu, il y a une déclinaison des obligations et des attentes aussi clairement affichées. Vous l'avez lu, Kazmi Pédior, mais quand on fait une étude comparative par rapport aux montants avancés et ce à quoi ils seront destinés, l'analyste apprécie comment? L'analyste apprécie ça pas forcément de bon oeil parce que si je prends le bout donc, de la chute de mon vis-à-vis Wilfried Monou, est-ce que nous ne sommes pas en train de courir vers le risque de surendettement? L'analyse que je suis, j'ai envie de dire oui, parce que quand nous regardons au Calan donc, au niveau de la caisse d'amortissement du Bénin, la CA, nous avons déjà atteint les 53% donc, en termes de ratio donc, de l'emprunt. Ce n'est pas le plafond, Kazmi. C'est 70%. Oui, on en est loin. 53% est plus proche de 70% que de 0%. C'est sûr. Et donc, on est en train progressivement d'aller vers le plafond. On a hérité d'une situation qui était autour de 45 à 47%. Il y a de cela encore quelques mois, pour ne pas dire il y a 1 an et demi environ. Le régime défunt laissait donc une ardoise d'environ 47% du PIB. Mais je dis, le Bénin n'a pas intérêt à s'approcher des 70% de son PIB. On a plutôt intérêt à travailler pour que le PIB augmente. Parce que c'est quand le PIB augmente que ça va faire chuter donc, ce ratio-là. Et donc, les emprunts, les obligations, l'endettement du Bénin doit être un endettement responsable. On doit pouvoir s'endetter pour s'enrichir. On ne doit pas s'endetter pour s'endetter. On doit s'endetter pour s'enrichir. Et donc, ce que vous appelez ici urgence, pour moi, n'est pas une urgence. C'est une priorité. C'est important d'avoir l'énergie dans un pays. Mais l'urgence, ça va au-delà de ce tout le monde peut voir. Et donc, la question de l'énergie aujourd'hui ne doit pas être réglée à la va-vite. Parce que c'est engager l'État, la responsabilité de l'État pour les 20, 30, voire 50 prochaines années, lorsque on aurait raté notre politique donc, de dotation du pays d'un système énergétique fiable, on aura donc échoué sur 50 ans. Vous avez, pour preuve, ou du moins comme exemple, j'ai envie de citer le Ghana, qui a mis sur pied, je ne sais pas, il y a combien d'années, son réseau à Kosombo. Vous avez vu jusqu'à aujourd'hui, ce réseau est encore fonctionnel. Et donc, pour avoir pensé, peut-être il y a 60 ans, énergie au niveau donc, du Ghana, on a pu servir 3
à 4 pays au niveau de la sous-région, soi-même d'abord, et 3 à 4 autres pays durant 60 ans. C'est de ça qu'il s'agit ici. Il ne s'agit pas d'aller en urgence. Il s'agit d'aller par filtrer, par donc des dispositions prudentielles pour pouvoir engager l'État dans des dettes raisonnables, dans des dettes qui puissent permettre aujourd'hui au Bénin de pouvoir engager le développement pour les 20, 30, 50 prochaines années. C'est ça la question du développement. C'est de ça qu'il s'agit lorsqu'il faut parler d'endettement. Si il faut aller chercher une cagnotte juste pour régler la question parce qu'on n'a pas d'énergie, parce qu'on a donc des problèmes de délestage au pays, et donc prendre des sous pour venir construire des barrages ou du moins des centrales qui ne tiennent pas la route, et que dans 10 ans, on serait obligé de reprendre parce que c'est ce que le régime défunt Boni Yayi nous a laissé en héritage. Vous en savez quelque chose lorsqu'on commence par parler de Maria Gleta. Et donc, les groupes agricoles aujourd'hui coûtent cher à l'État. Et donc, il faut avoir une politique cohérente en termes de développement. Et j'ai souvent l'habitude de citer Patrice Talon, Sébastien Germain-Adjavon, Koupaki, Pascal Irénée Koupaki et Aboulaye Biya Tchane. 4 présidentiables en 2016 pour donc le poste de président de la République, qui avaient tous des projets cohérents, je dis bien cohérents, en termes donc de dotation du Bénin, d'une politique, d'un système énergétique fiable. Quand je prends le projet de société de Koupaki, par exemple, il était question de nous doter d'une centrale à base, qui va fonctionner à base donc des vagues marines. Il y a Sébastien Germain-Adjavon qui a proposé aussi de l'énergie renouvelable. Les 2 autres, je veux parler de le chef de l'État actuel, qui aussi avait des projets dans ce sens. Alors, est-ce que c'est pour ça qu'ils sont allés mobiliser les recettes? Non. Non, il faut avoir le courage de le dire. Oui, il faut reconnaître que c'est vrai, il y a un certain nombre d'initiatives qui ont été annoncées, mais à travers les projets aussi, chacun avec une ligne de conduite en ce qui concerne le défi énergétique. Mais à l'œuvre, dit-on, on connaît l'artisan, la réalité politique est aussi là, à faire avec la réalité économique. Est-ce qu'il faut craindre que l'option choisie aujourd'hui soit une option périlleuse? Il faut toujours prendre de risques, non? Non, il y a nécessité de prendre le risque. Et c'est dans ça que moi, je soutiens cette option que le gouvernement a fait. On ne peut pas faire des investissements lourds dans le secteur énergétique. Et vous savez que sans énergie, oui, on ne peut pas avoir à améliorer notre croissance. Parce que c'est les entreprises qui sont à la base de la productivité. Et ces entreprises sont tout le temps délestées parce qu'on n'a pas la quantité nécessaire pour la production. Et donc, c'est indispensable de faire cet investissement. L'autre investissement qui est indispensable, c'est les infrastructures. Nous avons des routes. Moi, le problème qui se pose, à mon humble avis, oui, c'est beaucoup plus la qualité des dépenses. La qualité des dépenses. Qualité des dépenses. Donc les prêts, oui, les prêts, oui, il faut en faire autant que c'est possible. Dès qu'on nous fait confiance pour notre signature, aujourd'hui, la signature du Bénin a une qualité indéniable. Hein, c'est la preuve, on est suffisamment dynamique sur le marché financier. Donc, aller faire ces prêts n'est pas une mauvaise chose. Vous parlez de la qualité des dépenses, oui. Je parle de la qualité des dépenses. Vous faites allusion à quoi? Et je parle de la qualité des dépenses. Vous savez, par exemple, pour ne pas citer, dans le secteur énergétique, vous savez qu'on a jeté 45 milliards par la fenêtre. Et qui est responsable? Nous avons perdu, le peuple a perdu. Mais il faudrait qu'on sanctionne ceux qui ont engagé le Bénin dans cette dépense-là. Voilà, ce que moi je voudrais que, lorsqu'on va mobiliser ces ressources, qu'on ne puisse plus permettre aux cadres, aux gestionnaires de dilapider les fonds en faisant de mauvaises gestions. Oui, Kasmi Pedjo, n'est-ce pas ce qu'il faut vraiment souhaiter, que ce soit une gestion conséquente? C'est vrai qu'il y en a qui se demandent si les fonds avancés sont vraiment proportionnels aux ambitions évoquées. Certains voient des fonds vraiment disproportionnel. Mais il faut en demander plus pour en avoir moins et savoir faire les ajustements qu'il faut. Parce qu'au-delà des initiatives annoncées, il y a d'autres priorités. Et si les fonds restent disponibles, on peut aller vers les priorités non évoquées. C'est vrai. Et je voudrais, à la suite de ce que vient de dire Wilfried, je voudrais quand même nuancer un tout petit peu pour dire oui, la ceinture du Bénin aujourd'hui est crédible par rapport, donc, enfin, sur le marché international vis-à-vis donc des partenaires techniques et financiers tels que la Banque mondiale, le FMI et bien d'autres encore, oui.
la ceinture du Bénin est donc crédible. Mais lorsque vous... Ça, c'est le niveau macroéconomique, enfin mondial. Lorsque vous descendez un peu plus bas et vous devez constater au niveau donc des banques et aussi au niveau du climat des affaires, la ceinture du Bénin n'est pas forcément le bienvenu sur donc, le marché. Donc, il y a encore du travail à faire. Donc, il ne faut pas se targuer d'avoir séduit donc, les institutions de Bretton Woods. Je veux parler de la Banque mondiale, du Fonds monétaire international. Il ne faut pas donc se targuer d'avoir séduit donc, ces cadres de ces institutions-là pour prévaloir donc d'une santé financière d'un pays à économie prospère ou d'un pays à budget équilibré ou un budget qui respecte la sincérité. Et d'ailleurs, il l'a dit dans les dépenses. Et j'en reviens donc au niveau donc de votre question pour dire oui, c'est de ça que je parlais tantôt. Lorsque vous êtes allé chercher l'argent, il faudrait investir véritablement pour que nous ayons le résultat. Et le résultat ici, c'est au niveau de la dépense. Qu'est-ce qu'on fait donc de ce qu'on est allé chercher? Est-ce que c'est véritablement la priorité? Est-ce que c'est ce que on nous a promis? Est-ce que c'est le développement sur un certain nombre, sur le minimum ici, c'est le moyen coût, pour ne pas dire le long terme. Le long terme. Il faut envisager le long terme lorsque vous engagez donc ces dépenses-là, parce que 308 milliards pour 6 accords, ce n'est quand même pas fameux pour qu'on puisse jeter ça encore par la fenêtre. Il va falloir donc que l'État béninois puisse être sincère vis-à-vis de la qualité des dépenses. Et c'est de ça que nous sommes en train de parler. Vous voyez, lorsque on me dit par exemple qu'on veut réaliser les infrastructures routières, je dis bravo, moi je n'ai rien contre, je dis bravo, excellent. Mais aujourd'hui, il va falloir définir un certain nombre de priorités. Lorsque vous regardez Cotonou, vous êtes fiers de Cotonou? L'urbanisation à Cotonou aujourd'hui, vous êtes fiers de ce que est devenue la ville de Cotonou, la ville de Dabo-Mekalavi ou la ville de Semenpodi, où vous avez des labyrinthes de voies un peu partout dans ces villes-là, ce n'est pas bien tracé, ce n'est pas épaisse. Et donc, ça pose un problème. L'autre problème aussi qu'il faut éviter, c'est que je suis d'accord qu'il faut réaliser les infrastructures. Maintenant, il faut faire des choix stratégiques. Vous savez, lorsque vous allez dans les grandes nations, ceux qui ont entamé véritablement le développement, je prends le cas des États-Unis. Il y a par exemple il y a certaines voies aujourd'hui qui sont réalisées avec du béton. Avec du béton. Et c'est sur au moins 50 ans. On réalise ces voies-là sur 50 ans. Et donc, on engage l'État dans des dépenses sur 50 ans. Aujourd'hui, regardez la qualité de nos voies, les bitumes. Prenez l'As Godomain à Kassato, pour ne pas dire l'As Godomain Boycon. C'est réalisé, c'est livré il n'y a même pas encore un an. Hein. Mais allez sur ces voies-là pour voir la qualité de l'infrastructure. Ça se dégrade déjà. Et c'est réalisé à coût de plusieurs milliards de francs CFA. Et donc, quel est aujourd'hui le choix stratégique? Si vous voulez, en termes donc de priorité, moi je crois qu'on ne peut pas être dans un pays comme le Bénin. On a du calcaire dans le sous-sol. Nous avons du calcaire. Ça, là, il faut avoir le courage de le dire. Ce n'est pas faux. Et nous avons du calcaire qui est exploité quelque part à Mansi, par une industrie, par plusieurs autres industries au niveau donc de la région. Alors, ça coûte quoi au gouvernement béninois de faire black-out sur les bitumes et d'opter pour le béton? Mais nous avons du ciment, nous avons du gravier dans la zone, donc au niveau du centre Bénin. Je veux parler de la zone de Dassa, Savaie, Consort. Nous avons du gravier, nous avons du ciment, nous avons du gravier, nous avons de l'eau. Qu'est-ce qui reste? Donc, et pourquoi on va acheter du béton? Un période de revoir la destination. La destination. Pourquoi on veut aller acheter les bitumes depuis, donc je ne sais pas, l'Israël ou je ne sais pas quel pays, alors que nous avons l'orientation à donner et Kazmik Médior, au fond, il en est qui appelle plutôt à penser déjà à la gestion de l'appurement de ses dettes. Car le Bénin, bat-elle plus d'une voix, reste un pays, et peut-être plus longtemps encore, à économie essentiellement fiscale. Wilfried Monou, est-ce qu'il faut craindre que des années durant, le Bénin ne soit pas en mesure d'en arriver à épurer ses dettes? Bon, la situation aujourd'hui de l'endettement du Bénin aujourd'hui n'est pas stable. Hein, donc, ça fait que nous devons beaucoup plus travailler à la mobilisation des ressources intérieures. Donc, je parle de l'élargissement de l'assiette fiscale. C'est vrai que quand on parle des impôts au Bénin, ça fait peur aux gens. Et je pense quand même qu'il faut que nous prenions conscience que pour construire la nation, pour construire notre pays, nous avons besoin de contribuer chacun, quel que soit le niveau où nous sommes.
Et la charge fiscale repose essentiellement sur les travailleurs qui sont obligés de payer leur impôt sur traitement du salaire, IPTS. Pourquoi dites-vous essentiellement sur les travailleurs? Je vous explique. Tous ceux qui ne sont pas dans un contrat de travail formel avec une entreprise ne payent pas d'impôt sur le revenu. C'est pourquoi je parle d'essentiellement des travailleurs. Vous avez les entreprises, les grandes entreprises qui payent la grande part des impôts et ceux qui font des activités d'importation qui payent les taxes au niveau du cordon douanier. Donc, il faudrait que nous prenions conscience que si nous travaillons, si nous produisons de la recherche, nous devons donner une quote-part en payant nos impôts. Et en faisant ça, en se faisant connaître par l'administration, on a beaucoup d'avantages plus que d'inconvénients. Donc, il vaut mieux que les gens s'engagent dans ce sens. Et ce n'est que lorsque tous les citoyens prendront conscience qu'il faut qu'ils soient des citoyens bâtisseurs de la République que nous aurons des ressources nécessaires mobilisées à l'intérieur. Alors, aujourd'hui, le taux d'endettement est pratiquement à 65%. Et ça fait peur quand on se dit, dans 12 ans, jusqu'en 2020, est-ce qu'on pourra ramener ce taux un peu à la normale? On ne pourra pas le faire parce que si nous ne travaillons pas à mobiliser les ressources intérieures, à diversifier les autres sources de potentiel que nous avons, de production, de richesse, nous ne pouvons pas régler ce problème. Et donc, nous allons être enfermés dans ce cycle infernal. Kasvi Pedro, est-ce qu'il faut s'inquiéter? Bien sûr, parce que lorsqu'il se met à du 65%, j'ai envie de donner le montant au 31 décembre 2016. Quel était 2513,05 milliards de francs CFA. Au 31 décembre? Au 31 décembre 2016. Le Bénin avait déjà donc une adroise très lourde de 2513,06 milliards de francs CFA en termes de dette publique. En termes de dette publique. Et vous comprenez, les 308 milliards dont vous évoquez tout à l'heure ne sont pas dedans. Les 150 milliards empruntés au niveau donc, de la BAPVM ne sont pas dedans. Et il y a beaucoup d'autres prêts pour le compte donc, de l'année budgétaire 2017 qui ne sont pas compris. Donc, si on doit évaluer tout ça, encore que les structures chargées aujourd'hui de la statistique au niveau du pays ne nous donnent plus les informations en la matière. Vous devez les avoir. Nous devons les avoir, mais lorsque... Dans votre domaine. Lorsque le chantre refuse donc de donner autorisation à ses collaborateurs pour qu'on nous fournisse des informations, ça pose un problème. Donc, à la date d'aujourd'hui... aux sources d'information est difficile. Nous n'avons plus accès aux informations financières. Ça, il faut avoir le courage de le dire. Au Bénin, aujourd'hui, chez moi, au pays, ce n'est pas possible que vous ayez les informations sur la santé économique du pays, à moins que vous alliez à l'international, vous fassiez recours donc aux institutions de Bretton Woods pour avoir quelques chiffres. C'est impossible aujourd'hui d'avoir la reddition des comptes chez moi au Bénin. Pour le compte donc du 30 jusqu'au 30 juin 2017, c'est impossible. Impossible, vous dites pas difficile. Je dis, si quelqu'un en trouve, qu'il vienne, on va faire le débat. À moins que ce soit eux-mêmes qui détiennent donc leurs documents. Ils ne veulent plus mettre à la disposition. Et en ce moment, nous avons une mission du FMI qui séjourne en ce moment au pays. J'espère bien, à la fin donc de cette mission, on pourra enfin nous communiquer les résultats sur la santé financière. Ça, c'était juste une parenthèse pour dire que lorsque vous avez donc un endettement, vous avez une dette de 2513 milliards. Pour un budget, comparaison n'est pas raison. Pour un budget, déjà 2017, qui tourne autour de 2100 milliards, vous comprenez déjà que le Bénin s'endette plus qu'il a la capacité. Ça pose un problème. Attention, nous sommes en train d'aller droit au mur. Ça, il faut avoir le courage de commencer par appuyer sur la sonnette d'alarme pour dire, nous sommes en train de vouloir atteindre le seuil qu'il ne faut pas atteindre. Et il faut travailler. Dites-moi aujourd'hui, qu'est-ce que vous reconnaissez en termes de produits au Bénin, en termes de produits d'exportation pour le Bénin? Le coton. Pour la campagne 2016, le coton a été des meilleurs. La campagne a été des meilleurs. Et la campagne qui s'annonce aussi à ce qu'il paraît. Avec 451, et quelques mille tonnes. Bravo. Vous savez combien tout ça là a engendré pour le trésor public?
93,5 milliards de francs CFA. C'est de ça, vous parlez en termes de... On a eu dire que le Trésor public a fourni moins d'efforts cette année que les années précédentes. Oui, ça c'est la gestion donc, au niveau de la production. Mais en termes donc, de coûts, ce que nous avons engrangé, nous n'avons pas dépassé donc 93,5 milliards en termes de recettes pour tout ce que nous avons fait. Vous savez le problème que ça pose? On brade notre production, on envoie tout à l'extérieur. Ça n'apporte pas de la plus-value aux recettes. Ça ne permet pas à l'État de vivre. Ça coûte quoi aujourd'hui d'aller s'endetter pour commencer par développer le secteur secondaire? Je veux parler de l'industrialisation. Ça coûte quoi au Bénin de commencer par produire? Vous avez vu, il y a encore quelques jours, pour ne pas dire le 18 septembre, la rentrée a commencé au Bénin. Tous les élèves, à partir de 7 heures, ont porté rien que de l'uniforme. Les parents en ont acheté. Mais produisez pour déjà habiller les élèves au Bénin. On a plus de 2 millions de jeunes béninois qui portent tous les jours désormais de kaki, si vous permettez donc cette publicité-là. Il y a l'armée. Je ne veux pas dire l'effectif de l'armée. Tous les matins, tous les lundis à 8 heures, il y a au Bénin environ 3 millions à 3,5 millions de personnes qui s'habillent en kaki. Pour ne pas dire les 10 millions ou les 11 millions de Béninois qui s'habillent tous les jours parce que les 11 millions ne sont pas des fous. Ils ne circulent pas nus dans les villes et dans les hameaux. Donc tout le monde s'habille. Mais comment comprendre aujourd'hui que nous puissions produire 4500 et quelques tonnes pour aller à 510 000 tonnes de coton et que nous soyons incapables de pouvoir fructifier et que c'est seulement 93,5 milliards qu'on récolte. C'est ça le problème. Et donc, il ne s'agit pas d'augmenter les impôts. Il s'agit de réfléchir sur le mécanisme de développement. Il s'agit de pouvoir aujourd'hui aller vers un budget qui puisse permettre donc au Trésor d'engranger des recettes sans tenir compte donc de l'imposition. On ne peut pas se mettre durant 60 ans à dire nous sommes un pays essentiellement fiscal. Non, ce n'est pas possible. Il faut diversifier aujourd'hui les sources d'approvisionnement du Trésor. Et donc, le gouvernement peut s'endetter. Pourquoi ne pas? Déjà, quand vous prenez le secteur de l'énergie, rien que la production de l'énergie aujourd'hui au Bénin peut permettre au pays d'aller vendre le surplus au niveau donc du Nigeria voisin. Tout le dispositif est déjà là. Tout le dispositif est là. Il suffit juste de produire, de dire au Nigeria, attention, nous avons un excédent en termes donc de production que nous voulons vous vendre. Le Nigeria est preneur. Parce qu'aujourd'hui, quand vous allez au Nigeria, il y a environ 12 000 mégawatts de déficit par jour au Nigeria. Le Nigeria cherche à acheter de l'énergie chez les pays voisins. Et donc, moi, je ne comprends pas qu'on puisse être dirigeant, qu'on puisse... Moi, je n'incrimine pas un gouvernement, je n'incrimine pas un leader, mais j'incrimine tout le peuple béninois, tout le système étatique pour dire, ayons des visions prospectives, ayons des visions qui puissent permettre une croissance rapide et accélérée. Et donc, aller s'endetter à 2500 milliards. On parle de tout le peuple béninois qui a une certaine responsabilité, vous l'avez évoqué tout à l'heure aussi, et ce n'est pas à banaliser, même s'il faut revoir les conditions de paiement et la fourchette, la barre pour les impôts. Mais comment se fait actuellement ce paiement? Parce que en dehors du citoyen lambda qui, sous pression, est obligé de satisfaire à ses obligations, il paraît que ceux qui doivent donner l'exemple ne sont non plus des modèles. Non, en matière d'impôts, il faut reconnaître que les plus grands ne payent pas régulièrement ou sincèrement tout l'impôt. Hein? Mais c'est ça qui pose le gros problème. Donc aujourd'hui, l'administration fiscale travaille à élargir cette assiette imposable chez nous. Mais moi, en matière, pour rebondir par rapport à ce que Kazmi a dit, c'est vrai, il faut diversifier, mais je dis bien, il faut mettre des bases. Il faut mettre des bases. Il n'y a pas d'entreprise sans énergie, par exemple. On ne peut pas aujourd'hui... Et il parle de construire dans la durée. Voilà. Par exemple, faire un peu à l'image du Ghana. Je partage avec lui la construction. C'est pourquoi j'ai parlé tout à l'heure de la qualité de la dépense. Mais vous imaginez par exemple qu'il est difficile à quelqu'un de quitter Cotonou, un professeur d'université, de quitter Cotonou le matin, d'aller donner cours à Parakou et revenir à Cotonou le même jour.
Donc, il nous faut des infrastructures. Et ce n'est pas seulement les routes qu'il faut. Il nous faut d'autres types, d'autres modes de transport, tels que le train. Donc, il faut réhabiliter le train chez nous. Ça va soulager un peu les routes qui s'ouvrent aujourd'hui sous le poids des camions qui ne respectent même pas les charges à l'essieu. Et donc, lorsque vous arrivez, par exemple, aujourd'hui, dans la région entre Boïcon et Dassa, la voie est totalement gâtée. Et il dit ça fait à peine un an. Ça ne pose pas effectivement le problème de gestion et aussi de réalisation. On parle de la qualité de la dépense. Quand on parle de la qualité de la dépense, ça englobe tout. Vous imaginez les contrôles qui doivent être faits au départ et après, il faut insister là-dessus. Or, vous savez que la corruption passe souvent par là. Et lorsque moi, entrepreneur, je sais que je veux gagner 10% comme marge et qu'on m'amène à avoir des charges au-delà de 10%, je suis obligé alors de rentrer dans le coût de production pour sauvegarder moi ma marge. Et donc l'infrastructure livrée n'est plus forcément de qualité. Donc il faudrait appeler à la prise de conscience de ceux qui ont la charge de gérer le pays. Lorsqu'on vous confie ces tâches de conduire des projets, il faudrait le conduire avec un bon père de famille. Aujourd'hui, comment se portent les recettes? Bon, les recettes, vous savez, il y a une crise globale, hein, donc les recettes en ressentent un peu, surtout au niveau de la douane, parce que vous savez que nous sommes depuis 2015 rentrés de plein pied dans l'application du TEC CEDEAO, et donc les marchandises à destination du Nigeria qui transitaient essentiellement par le Bénin ne passent plus, hein, pour la grande majorité par le Bénin. Donc il y a une chute, hein, un amenuisement des recettes au niveau du cordon douanier. Et nous sommes aussi dans la transition fiscale, c'est-à-dire qu'il faudrait que les recettes intérieures puissent permettre à l'État de faire face à ses obligations, à ses projets, hein, de construction, de développement. Alors les recettes, oui. Les recettes à ce niveau aussi peinent un peu. Il n'y a qu'au niveau du trésor, hein, où la situation semble être mieux en masse. En masse. Ah oui, les recettes, comment elles se portent aujourd'hui? Les recettes, vous savez, quand on parle des recettes au Bénin, c'est trois régies. C'est donc, comme il a commencé par le dire, la douane, sur laquelle je ne voudrais pas revenir, mais je tiens quand même à préciser que l'autre bête noire désormais de la douane, c'est l'inactivité au niveau des packs de véhicules. Le Nigeria a récupéré donc cette activité et ça fait des manques à gagner pour notre douane. Alors, c'est aussi les impôts et aujourd'hui, je crois, c'est la recette principale de l'État béninois depuis donc un an et demi. Pourquoi? Parce que la douane a montré ses limites. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire pour que véritablement les impôts ne soient pas la recette principale? C'est ça qui doit trottiner. Vous posez la question avec un coin de sourire. Qu'est-ce que ça signifie? Parce qu'on s'échine plutôt, on travaille plus à augmenter les impôts au Bénin qu'à travailler pour que le trésor soit véritablement la caisse de résonance, la caisse de récolte des recettes. Aujourd'hui, quand vous prenez les trois régies, malheureusement, c'est le trésor qui est la dernière régie. Ça pose un problème dans un pays sérieux. Je crois que quand on aurait travaillé, quand on aurait véritablement travaillé pour augmenter le PIB, le produit intérieur, la valeur ajoutée sur nos produits, je crois qu'il s'agira beaucoup plus de renforcer le pouvoir au niveau du trésor public, de la régie trésor public, pour avoir les recettes. Et aujourd'hui, quand vous prenez le budget, exercice 2017, c'est environ 10 milliards qui sont réservés en termes d'intention, en termes de prévision pour le trésor public. Et je dis, l'État doit travailler pour améliorer cet état de choses. Améliorer, c'est quoi? C'est par exemple les infrastructures routières, il l'a dit tout à l'heure. Les rails doivent circuler. Vous savez, il y a un compatriote, enfin, il y a un Béninois, pas un compatriote, parce que qui je suis pour avoir un compatriote, il y a un Béninois qui vit au Gabon, qui a proposé un projet dans ce sens. Ça fait 1 an et demi, ils sont là. Je suppose que l'autre avait des petits pépins avec le groupe donc, pétrolin. Ça coûte quoi aujourd'hui au gouvernement Talon de discuter avec ce monsieur pour ramener les rails? Si tant est que... Il paraît que les négociations sont très avancées. C'est ce qu'on nous a dit tout le temps durant. On est fatigué d'entendre le même discours. Ça avance, ça avance, ça avance, on ne voit rien sur le terrain. Vous savez, lorsque l'AS, OCBN, a de problèmes,
on peut créer encore une autre, je ne sais pas, un autre corridor. Prenons par exemple Pobert jusqu'au nord, c'est possible. Donc laissez les rails qui ont des problèmes avec Bolloré ou je ne sais pas qui, et créez, dites à ce monsieur, bon, viens prendre cette tasse. Et puis, parce qu'il y a de l'espace au Bénin. Vous avez l'as nord-sud, ou sud-nord, ce que vous voulez. Vous avez aussi l'as est-ouest, où les échanges se font entre donc Semenkodji et Ilakondi. Vous avez par exemple le richissime homme d'affaires, Alingo Dangote, qui fait transporter par mois environ 2000 camions sur notre voie. Oui, il y a environ 2000 camions. Vous le monnayez cela? Bien sûr. C'est de dire désormais à cet opérateur économique, écoute Joe, désormais là, nous t'offrons la possibilité de venir chercher tes ciments à la frontière, c'est-à-dire à Semenkrake, avec les rails, et nous te les déposons à Ilakondi, et puis tes camions sont positionnés quelque part au Togo pour venir chercher. Et donc, nous, ça met à l'abri même les voies. Et merci. Puis... Ça met à l'abri les voies. Et en contrepartie, le Bénin dit, bon, ok, pour ce transport, nous te faisons une facture de temps. Mais je suis sûr, le richissime va aimer ça parce que, imaginez ce que 2000 camions consomment en termes de carburant, en termes donc de paiement de salaire assis à ça, en termes d'entretien des camions, par rapport à une locomotive qui va transporter tout ça là en une prise. Mais voilà des choses qui doivent faire réfléchir les cadres. Voilà des choses qu'il faut. On n'a pas besoin d'aller à la Sorbonne, de faire l'université d'Harvard pour comprendre que c'est des opportunités. Vous avez par exemple tous les matins environ 1 million de personnes qui quittent Calavi pour Cotonou. Mais comment faire aujourd'hui pour rentabiliser? Comment créer une voie? Ils ont commencé sur le Grand Okoué. Vous avez vu à Abidjan le pont, le nouveau pont. Mais vous payez 100 francs, 200. Ça permet à l'État de renflouer les caisses du Trésor. Pourquoi on ne peut pas réfléchir comme ça chez moi? Pourquoi au Bénin, nos cadres ne peuvent pas réfléchir et pensent beaucoup plus à leur ventre? Pourquoi on ne peut pas enfin décider de fructifier, de diversifier comment dirais-je, l'assiette fiscale, hein? Donc moi je pense qu'il y a beaucoup de choses, on n'a pas besoin, d'être opérateur économique haut de gamme pour diriger un pays comme le Bénin. On a juste besoin d'être un peu intelligent, un peu seulement. On n'a pas besoin d'être trop intelligent. Parce que plus vous êtes intelligent, j'ai compris dans ce pays, plus on a de cadres, plus on a d'intellectuels de haut rang, cadres à 1,12 ou bien je ne sais pas quoi, plus le pays s'enlise dans la pauvreté extrême. Donc je crois qu'il ne faut pas trop réfléchir lorsque vous voulez développer un certain nombre de choses. Il faut demander, est-ce à ce niveau qu'il faut simplement agir et espérer améliorer l'assiette fiscale, comme on le dit, ou revoir les recettes qui actuellement sont en souffrance? Non, comme il a commencé par le dire, il faut diversifier les sources de recettes. Davantage au niveau de la productivité. Nous avons appris, quand nous étions plus jeunes à l'école, les différents gisements miniers que le Bénin a. Pourquoi ne pas chercher à engager des études d'exploration concrètes, hein, pour qu'on puisse commencer par aller à l'exploitation de ces gisements-là? En tenant les gisements, est-ce qu'il n'y a pas autres produits, autres secteurs à explorer? Nous avons l'agriculture, qui est d'ailleurs le premier pilier de notre économie. Et maintenant, au lieu de le laisser être unijambiste, donc basé essentiellement sur le coton, le gouvernement aujourd'hui a fait l'option de développer de nouvelles filières telles que l'anacade, l'ananas. Et donc nous appelons vivement que tous ces projets rentrent rapidement, hein, la mise en œuvre soit rapide et qu'on puisse jouir. On se rappelle quelques années en arrière que le Bénin a fait amende honorable en matière de production de noix de palme. Aujourd'hui, qu'est-ce que cette culture est devenue? Vous savez, c'est comme il disait tout à l'heure, hein, le gros problème, c'est les cadres, hein, qui constituent le gros problème du pays. Les cadres qui amassent les diplômes, mais ne valorisent pas leurs connaissances sur le terrain. Cette filière a été tuée, malheureusement. Dans les années 70-80, le Bénin... Donc plus d'avenir possible. Bon, aujourd'hui, il y a un brin d'espoir. Hein. Je lisais un document hier où il y a un brin d'espoir où les
les instances dirigeantes des coopératives sont arrivées à échéance de leur mandat. Et donc, on espère qu'il y aura un renouvellement et avec l'engagement du gouvernement que les petits problèmes de leadership et de disposition des terres soient réglés et que les anciens plans soient abattus afin qu'on puisse réimplanter de nouveaux plans. Je vous ai interrompu tout à l'heure exprès lorsque vous parliez de gisements et autres. On sait qu'il y avait une étude en cours en ce qui concerne le pétrole, l'or noir au Bénin. Où est-ce que le Bénin en est actuellement? Bon, globalement, on n'a pas eu la suite. On a fait le scanning du sous-sol béninois sous l'Ancien Régime. Mais malheureusement, au niveau de la direction des mines, on n'a pas pu avoir des solutions concrètes pour pouvoir apprécier. Mais la seule chose que je sais par exemple que nous avons du sable de verrerie à Foyogwe, qui aurait permis par exemple d'accompagner ces producteurs de jus d'ananas en produisant des bouteilles. Nous n'avons pas, nous avons beaucoup plus de problèmes d'emballage. Les gens produisent des jus, mais utilisent des bouteilles, des boissons où l'emballage est jetable. Or, il y a un risque d'utiliser ces emballages recyclés. Et donc, ça disqualifie aussi les produits pour qu'on ne puisse pas les envoyer à l'extérieur. Si on doit, parce que 10 millions de Béninois, c'est négligeable par rapport à près de 300... vitaliser le secteur secondaire. Vitaliser forcément le secteur secondaire qui va créer beaucoup plus de la plus-value. N'oubliez pas que ce n'est que la somme de plus-value qui entraîne la croissance. Surtout, oui, ça. Oui. Je souriais tout à l'heure. Remarqué, oui. Je souriais tout à l'heure quand vous parlez de l'or noir. Mais écoutez, est-ce que pour une fois dans la vie, le Béninois peut oublier le pétrole? Il faut oublier complètement. Il faut l'oublier. Pourquoi? Compte tenu un peu du désastre qu'on observe ailleurs. Je vais vous prendre. Vous connaissez l'opérateur économique Sébastien Germain Adjavon. Il fait l'importation des abats de viande, de la volaille, du poisson. Qu'est-ce qu'il a à voir avec le sujet? Juste parce qu'on voulait l'arrêter la dernière fois, ce qui n'est pas mauvais, à mon sens, l'arrêter. Parce qu'il y a des problèmes au Brésil, c'est très bien. Mais on est resté là à croiser les bras parce qu'on pense lui pourrir la vie. Alors qu'on pouvait inviter cet opérateur-là à venir produire au Bénin. Vous savez, lorsque vous invitez quelqu'un... Je ne comprends pas, oui. Lorsque vous invitez quelqu'un comme Sébastien Germain Adjavon à venir produire chez lui, c'est déjà que vous maîtrisez la production du soja. Vous maîtrisez la production du maïs. Vous maîtrisez la production des poussins d'un jour. Comment ça? Oh non, expliquez-vous. On ne continue pas à importer les poussins d'un jour depuis la Belgique. C'est de notoriété publique. Mais non, ça ne doit pas être de notoriété publique. Oui, mais c'est pourquoi vous avez des gens comme Lionel Zissou qui, au cours d'une conférence avec les Blancs, se peine à dire que l'Afrique n'appartient même pas aux Africains et que l'Afrique appartient aux Européens. Comment se fait-il qu'on va vouloir produire des œufs au Bénin et aller importer les poussins d'un jour depuis la Belgique? Mais l'offre dont vous parlez, il est dans ce secteur? Sébastien Germain Adjavon produit de la volaille. Et pour nourrir la volaille, il faut l'alimentation, c'est à base du soja, à base du maïs, à base des céréales et d'autres produits. Donc, plus on lui permet d'asseoir ses activités, ça permet de développer ces secteurs-là. Si vous lui dites déjà de venir produire au Bénin, c'est que vous-même, vous vous êtes assuré que vous avez de la production pour que lui, quand il va venir, il ait la matière première pour commencer donc par produire. Parce que si ce monsieur, il pose sa valise ici, au Bénin, pour produire, c'est que nous sommes tous affamés. Nous n'aurons plus de maïs pour manger. Nous n'aurons plus de soja. Si jamais il décide donc de venir faire de la production. La production actuelle, elle n'est pas suffisante. Pas du tout. Pas du tout. Parce que, je vous dis, le poussin un jour là, ça vient de la Belgique. Et pourtant, on dit, on produit des œufs au Bénin. Mais voilà des incongruités. Quand on va se mettre à réfléchir comme ça, on va laisser l'or noir. Le pétrole qui est quelque part à ses mains, on ne sait même pas si c'est un pays voisin qui vient pomper. On va laisser ça là-bas. On va faire un petit tour de table. Le temps est complètement parti. Kazmi Pedjo, la grosse interrogation qui nous a réunis ce matin, c'est pré-cyclique en vue de l'atteinte des nouvelles ambitions du PAG. Un choix conséquent, si vous devez répondre en quelques mots, et votre mot de la fin? Très conséquent, mais les dépenses, il va falloir que les dépenses soient sincères pour que véritablement nos petits-enfants ne viennent pas rembourser encore 300
8 milliards de francs CFA dans 10 ans, dans 20 ans, alors qu'on on leur aurait rien laissé en termes d'héritage. Et donc, si ce choix doit être conséquent, ça dépend. Merci beaucoup. Wilfried Monod, très rapidement, en quelques secondes. Oui, choix conséquent, et comme on a commencé par le dire, c'est la qualité de la dépense qu'il faut, à la qualité de la dépense qu'il faut veiller aujourd'hui. Donc là, moi, je ferai un appel aux populations, à la société civile, à veiller. Merci Wilfried Monod, merci avocat Pédior, vous comprenez, le temps est complètement parti. Mesdames, Messieurs, merci. 100% BD, ce sera tout pour le numéro de ce jour. Cette citation de l'essayiste anglais Robert Louis Stevenson: ne juge pas chaque jour à la récolte que tu fais, mais aux graines que tu sèmes. Mesdames, Messieurs, merci. Votre aimable attention. On se retrouve demain. Ce sera pour notre plateau avec toujours le même entrain. À très vite.